Salut tout le monde, ici Hardware Manseur. Aujourd'hui, on va régler un gros problème qu'on voit partout sur TikTok, Facebook et même YouTube. Les pires conseils PC jamais donnés. Et croyez-moi, il y en a certains, si tu le suis, ton PC, il explose pas, il souffre intérieurement. Allez, on démonte tout ça proprement. Let's go! Ajoute plus de RAM, tu vas gagner des FPS. Techniquement, c'est faux, pour 3 raisons. La première, les jeux sont limités par la bande passante, pas la capacité. Une RAM de 16 Go en DDR5 6000 MTS ou méga transfert par seconde offre plus ou moins 96 Go de bande passante. Passer de 32 à 64 ne change rien, tu n'élargis pas l'autoroute. Le deuxième point, le facteur déterminant, latence plus timing, le CAS. Un exemple, une DDR5 4800 CL40 et une DDR5 6200 CL32. La seconde explose la première en minimisant le temps d'accès mémoire. Meilleure stabilité de frame time, pas de FPS pur. Troisième point, le moteur de jeu moderne utilise du streaming mémoire. Il charge les données à la volée en fonction de la scène. Donc avoir 64 Go n'apporte rien, le jeu ne les utilise pas. Conclusion technique, fréquence plus latence, impact réel. Quantité négligeable au-delà de 16 à 24 Go. 500 watts suffisent pour une grosse carte graphique. Techniquement, c'est le pire conseil possible. Le GPU génère des transitoires, donc des spikes ultra rapides. Un spike, c'est une montée de consommation de 5 à 10 millisecondes. Exemple réel, une 4090 a un spike à 620 watts et une RTX 5090 a un spike encore plus haut, de 650 à 700 watts estimé. Les alimentations doivent absorber instantanément ces pics. Si elles n'y arrivent pas, protection OCP, surcharge de courant, arrêt automatique. Voltage drop, crash GPU, instabilité, écran noir. Les normes ATX 3.0 et 3.1 exigent jusqu'à 200% de tolérance sur les pics. Un PCU 750 watts doit encaisser 1500 watts pendant quelques millisecondes sans broncher. Les PCU anciens ATX 2.0 ne le peuvent pas. Conclusion technique, prendre une PCU capable d'encaisser les spikes, minimum 850 à 1000 watts pour les GPU modernes. Ne touche jamais au BIOS. Techniquement, le BIOS est l'endroit où tu contrôles les paramètres électriques du PC. XMP active les bons timings mémoire. Par défaut, la carte mère applique le GODOC 4800 MHz en CL40, donc RAM bridé, avec un XMP fréquence certifiée timing optimisé. Le BIOS gère les VRM et la stabilité CPU. VRM, Voltage Regulator Module, ce qui alimente ton CPU. Une mauvaise limite de puissance, throttling, un bon réglage CPU stable, température maîtrisée. Le BIOS permet d'activer le Resile Bar. Ce paramètre met à disposition toute la VRAM en accès direct au CPU. Tu as un gain de 5 à 20% sur certains jeux. La conclusion, c'est que le BIOS est un centre de contrôle, pas une zone radioactive. Le watercooling, ça fuit. Techniquement, les I/O modernes utilisent des circuits hermétiques soudés par injection. Les risques réels de fuite sont de 1%. Les fluides sont non conducteurs. La plupart des I/O utilisent un fluide diélectrique ou un mélange de glycol plus eau. Même en cas de fuite, il y a de très faibles risques de court-circuit. Les avantages techniques est que le I/O a une énorme capacité thermique. Un I/O de 360 mm contient environ 100 à 200 ml de liquide de refroidissement. Et surtout, une capacité d'absorption thermique énorme grâce à la circulation continue du liquide dans le circuit. Un air cooling repose sur les conductions et les convections directes. Les I/O sont fiables bien plus qu'il y a 10 ans. Les NVMe chauffent trop, donc prends un SATA.
C'est faux pour des raisons techniques simples. Les contrôleurs NVMe travaillent à 3 et 4 gigas/seconde. Ils chauffent plus car ils font plus de calculs. Un SATA plafonne à 550 MB/s, 6 fois plus lent. Le throttling n'est pas dangereux. À 80 et 90 degrés, le NVMe réduit sa vitesse pour s'auto-protéger. C'est normal, c'est prévu. Les radiateurs M2 de carte mère sont optimisés. Ils utilisent des pads thermiques haute conductivité, contact direct avec le contrôleur, airflow boîtier optimisé. Donc, le SATA n'est pas plus safe, il est juste moins performant. Alors non, stop. Le water cooling vertical bas est un problème. Arrêtez d'installer vos water cooling en vertical, vraiment. Et puisqu'on parle de water cooling, petit message à ceux qui montent leur I/O en vertical avec le radiateur en bas du boîtier. Arrêtez, c'est littéralement la pire configuration possible. Voilà pourquoi l'air, elle cherche toujours le sommet, donc l'air remonte toujours. Même dans un I/O fermé, il y a toujours des micro-bulles d'air. Et si vous mettez le radiateur en bas, cette bulle d'air remonte directement dans la pompe. C'est le point le plus haut du circuit liquide. Donc résultat, gargouillis constant. La pompe qui tourne à sec, une usure accélérée et surchauffe des paliers. Baisse critique des performances et la pompe qui crève en silence au bout de quelques mois. Donc l'ennemi numéro 1 des I/O, c'est la cavitation. La pompe n'est jamais censée être le point le plus haut du circuit. Elle doit toujours être en dessous du radiateur pour s'assurer qu'elle respire uniquement du liquide et éviter ainsi la cavitation et le désamorçage. Sinon, perte de pression, débit totalement instable et des températures en hausse, bref, un carnage thermique. Voici donc les orientations que je recommande. Le radiateur en haut. Le meilleur scénario, l'air reste piégé loin de la pompe. Le radiateur en façade, c'est ok, uniquement si les tubes sont en bas, l'air stagne en haut du radiateur. Et le radiateur en bas, le montage vertical, parce que c'est joli, c'est la mort lente de votre I/O. Respectez votre pompe, elle ne peut pas travailler efficacement si elle ne respire pas de liquide. Oh, ta carte graphique à 70-80 degrés, elle va brûler. Alors les GPU sont conçus pour chauffer. Le silicium tient jusqu'à 110 degrés sans dommage permanent. Le hotspot est la donnée importante. Hotspot, c'est le point le plus chaud de la puce. Une bonne carte à 70-80 degrés GPU Core. Et 85 à 95 degrés en hotspot. C'est normal, les cartes modernes adaptent leur fréquence automatiquement avec le boost algorithmique. Tant que la température est ok, la fréquence monte. Et quand ça chauffe, la fréquence baisse doucement. Pas de danger. Comment ça, un ventilo en plus égale plus de FPS ? Techniquement, les ventilateurs influent sur la température, pas sur le nombre d'images. Un ventilo ne crée pas de performance supplémentaire, il optimise juste la marge thermique. Alors oui, tu auras un gain de FPS, mais c'est indirect. Si ton GPU réduit sa fréquence à cause de la chaleur, mettre un meilleur airflow permet de garder le boost maximum. Je te donne un exemple. Si la température est trop haute, ton GPU va passer de 2,6 à 2,4 GHz. Et si tu as un airflow correct, le GPU va rester à 2,6. Donc oui, tu gagnes quelques FPS. Donc, ma conclusion, c'est que le ventilo n'ajoute pas de FPS. Il t'évite d'en perdre. Voilà pourquoi les pires conseils qu'on voit partout et pourquoi ils sont faux d'un point de vue technique. Malheureusement, beaucoup de gens répètent des mythes sans comprendre le fonctionnement électrique, thermique ou mécanique d'un PC moderne. Donc, si tu veux des conseils fiables, pose-les ici. Et surtout, respecte ton hardware parce qu'en 2025, ça coûte un rein. À la prochaine, c'était Hardware Manceur.